Voilà, donc bonsoir. Donc, je suis content de participer à cette journée qui commémore, ces journées qui commémorent justement l'apport d'Alfred Lacroix donc à la minéralogie française. Et effectivement, donc, je vais vous parler d'un minéral dont on avait déjà vu des photos sur les exposés précédents. Et puis, William, je crois que tu en parleras un petit peu demain. Oui, c'est ça. Hop, non. Voilà, donc la williamite est très connue, enfin c'est un minéral qui est assez peu répandu, mais qui est connu pour ses couleurs, sa couleur vraiment caractéristique, un rouge carmin, et c'est une propriété qu'on verra aussi pour la halite, le fait que cette coloration change peu en fonction des provenances des échantillons, et on verra pourquoi justement le principe physique qui explique la stabilité de la stabilité. La monotonie, je dirais plutôt, de cette coloration. Donc on la trouve effectivement dans des gisements qui correspondent plutôt à des magmas ultra sous-saturés, de type néphélinique. Et donc les échantillons qui avaient été décrits donc par Alfred Lacroix proviennent donc de ces îles de Los, en fait, au large de la Guinée. Alors, NaF, le fluorure de sodium, est totalement incolore, il n'y a pas d'élément colorant dans sa formule, et en plus, comme la plupart des halogénures, il est relativement pur, naturellement, parce qu'il héberge très peu dans sa structure cristalline, il va accepter très peu de substitutions, notamment de substitutions hétérovalentes. Elles sont très très instables. Donc on retrouve la même coloration, donc ça c'est quand même un indice, qui fait qu'on attribue cette coloration à une irradiation, parce que lorsqu'on prend un NaF synthétique, le fluorure de sodium synthétique, et qu'on l'irradie par exemple avec des faisceaux d'ions, qui sont bien plus actifs que les faisceaux d'ions X, et on va effectivement voir se colorer l'échantillon, et il va justement se colorer en rouge, donnant une couleur tout à fait similaire à ce que l'on a dans les échantillons naturels. Il s'agit d'une couleur liée aux dégâts d'irradiation, ça c'est effectivement bien connu. Il va se décolorer vers 500 degrés, comme la plupart des cristaux qui accumulent des défauts liés à des dégâts d'irradiation. Donc ce sont en général donc, des électrons qui vont être éjectés et qui vont quitter le site occupé par le sodium monovalent. Et donc on va avoir une situation instable que l'on peut restabiliser donc, en chauffant le minéral qui évidemment à ce moment-là perd sa couleur. Donc perd son intérêt. Alors, lorsqu'on regarde le spectre optique de la williamite, donc d'abord ces spectres optiques sont enregistrés, et on verra tout à l'heure pourquoi on fait l'ensemble de la mesure et de la modélisation en fonction de la longueur d'onde. Là, il s'agit de la spectroscopie UV visible à proche infrarouge, qui en général est toujours faite en centimètres-1, puisque c'est un paramètre qui est proportionnel à l'énergie. Ici, on a des processus purement optiques qui sont à l'origine de la coloration. Donc on va discuter ces processus en fonction de la longueur d'onde. Cette fois-ci, on reste dans l'espace direct. Et lorsqu'on regarde, alors pour ceux qui ne sont pas familiers avec le spectre optique qui nous environne, lorsqu'on regarde les valeurs des longueurs d'onde auxquelles on va avoir une absorption de la lumière, cette absorption de la lumière donne ces bandes d'absorption vraiment tout à fait caractéristiques, extrêmement intenses, avec donc une seule composante. Et l'absorption de la lumière donc, va évidemment agir sur les différentes longueurs d'onde du spectre visible. Et ce que vous voyez ici sur cette... Ce que vous voyez... Oui, c'est le petit bouton, oui. Ici, donc on va absorber la couleur verte essentiellement. On ne va pratiquement rien transmettre dans le bleu et dans le violet. Vous voyez, on a encore une absorbance qui est vraiment importante. Donc tous les rayonnements vers ici sont absorbés. Et la lumière qui va être transmise, c'est ici, dans ce qu'on appellera une fenêtre de transmission. Et on est ici aux limites donc, du rouge. Donc c'est essentiellement une couleur rouge qui va être transmise, qui explique cette coloration qui est ressentie. En plus de cette coloration, de cette bande d'absorption qui donne la coloration intense, on a des petites bandes minoritaires liées donc à des dégâts d'irradiation beaucoup plus localisés.
Donc là, la halite, donc, est fortement différente donc, de la viliomite. Elle peut être de couleur bleue. Bon, c'est le sel de cuisine, hein, donc il est habituellement totalement incolore. Et lorsqu'on constate une coloration, attention, qui n'est pas liée à des inclusions, à des phases minérales qui peuvent par exemple colorer la halite en rose ou en rouge, et qui ne sont pas du tout une propriété minéralogique donc, de NaCl. Une couleur très fréquente que l'on observe dans la halite, liée là aussi à une irradiation, c'est la couleur bleue. Et cette couleur bleue, donc c'est intéressant parce qu'elle aussi, lorsqu'on va chauffer le cristal, et ce cristal va se décolorer et va redevenir blanc. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on voit cette coloration bleue apparaître dans pratiquement tous les gisements de sel gemme, en fait, traduisant des circulations donc, dans des fissures qui ont été ensuite colmatées. Et ce qui est intéressant aussi, donc ça c'est assez récent comme intérêt, c'est qu'on va les observer dans des météorites, justement des chondrites ordinaires. Les images sont absolument spectaculaires, où on voit justement la couleur bleue du NaCl qui ressort, qui traduit donc que ces chondrites ont voyagé, avant d'arriver sur Terre, ont voyagé sous un fort vent solaire qui a effectivement été un moteur très important pour créer des dégâts d'irradiation. Et on les voit aussi, donc on a aussi un grand intérêt sur les défauts, ces défauts colorés dans NaCl pour les planètes glacées. Et là, ça a été vu récemment, notamment sur Europe, où l'idée, c'est justement de dire, écoutez, si c'est si sensible que ça à l'irradiation, on est sur des planètes qui sont également soumises au vent solaire et effectivement on peut s'en servir comme moyen de datation de ces surfaces. Plus elles vont rester, plus elles existent depuis longtemps et donc plus on devrait voir une coloration qui apparaît. Donc ça semble effectivement être le cas. Donc oui, j'ai oublié de mentionner que lorsqu'on prend un NaCl synthétique, il est totalement incolore, c'est le sel de cuisine que vous connaissez bien, et si vous le mettez devant, par exemple, une source à rayon X, donc s'il n'y a pas des conditions d'irradiation très importantes, vous allez voir une coloration jaune ou brune qui va apparaître. Ce n'est pas du tout cette coloration-là. Cette coloration bleue, on la voit uniquement lorsque l'on a une irradiation vraiment importante. Alors, par exemple, lorsque la France faisait des essais nucléaires dans le Sahara algérien et qu'on faisait ensuite, à la suite de l'explosion souterraine, on faisait des forages à proximité, lorsqu'ils traversaient des bancs de sel, eh bien, il n'était pas rare d'observer des carottes massives de NaCl totalement irradiées comme celle-là, ce qui donc traduit le fait qu'il y a eu une dose d'irradiation, disons, significative qui est arrivée. Alors, ce qui est intéressant, c'est que bien que l'on ait une couleur qui n'a aucun rapport, bleu au lieu de rouge, eh bien le spectre d'absorption va nous montrer les mêmes processus, c'est-à-dire qu'on va avoir une bande, c'est relativement monotone, donc une bande qui traduit la quasi-totalité de l'absorption de la lumière, et puis on va avoir des petites bandes secondaires qui viennent se surajouter. Donc, comme tout à l'heure, ce sont des centres à défaut qui ne vont pas donner de coloration importante. On va avoir là aussi, on va regarder absorption et transmission. L'œil humain, ce qu'il voit par définition, ça va être la lumière transmise. Si elle est absorbée, évidemment, on ne la verra pas. Donc ce à quoi l'œil humain est sensible, c'est la fenêtre de transmission. Donc on est ici dans le bleu et dans le violet, donc c'est exactement la bonne coloration. Tout le spectre visible est effectivement absorbé. On a un maximum dans la zone orange-rouge. Et entre parenthèses, ça vous montre la complémentarité justement des couleurs entre donc une teinte et la teinte complémentaire. C'est exactement ce que traduit en fait le spectre optique. Ce qu'il faut voir aussi, c'est la forme, on va s'en servir dans un instant, la forme de cette bande. Classiquement, lorsqu'on fait la spectroscopie sur des minéraux, par exemple des ferromagnésiens, où on regarde des éléments de transition, les formes des bandes d'absorption sont toujours gaussiennes. Tout simplement parce qu'on va avoir donc les vibrations de réseau qui vont toujours agir, qui vont nous donner un désordre statistique qui justement va être à l'origine de la forme gaussienne de ces transitions, qui sinon ce serait comme des Dirac, donc qui seraient sans largeur, ce qui évidemment ne correspond pas à la réalité. Donc là, on n'a pas une forme gaussienne, on a une forme qui est lorentzienne, c'est-à-dire qu'on va avoir
on va avoir effectivement des bandes qui sont très larges au niveau de leur base, et donc elles traduisent le fait que l'on n'a pas un processus classique de transition entre deux niveaux d'énergie, comme ce que l'on va avoir pour toutes les observations. Lorsqu'on regarde un minéral coloré, on va toujours avoir des transitions électroniques entre un niveau fondamental et un niveau excité. Là, on a autre chose, on est en train de jouer, entre guillemets, avec la lumière, et c'est ce qu'on va regarder de façon un petit peu plus précise. Mais donc cette forme lorentzienne, elle est importante. C'est un détail qui est important. Et tant qu'on en est à regarder les halogénures, eh bien on peut aussi regarder la fluorite. Donc on a relié donc, les observations qu'on a faites sur la vidéomite et sur la halite à des vieilles données obtenues sur la fluorite. C'est un minéral sur lequel j'ai travaillé il y a quelques décennies et qui reste encore avec quelques mystères. Et donc on a regardé de près notamment notamment la fluorite violette. Et donc vous voyez ici un très bel exemple. Et donc c'est ces fluorites pourpres que l'on va avoir parfois d'ailleurs à proximité de zones concentrées en uranium, disons à proximité des gisements d'uranium, par exemple dans le Morvan. Il n'est pas rare d'observer ces cubes pratiquement noirs, c'est de la fluorine. Lorsque vous allez la chauffer, vous allez là aussi, encore une fois, la décolorer totalement, c'est-à-dire que ce ne sont pas des impuretés, c'est juste des dégâts d'irradiation. Et entre parenthèses, on ne s'en sert pas ici, mais on peut quand même le mentionner, si vous chauffez, si vous faites un recuit thermique de ces cristaux dans l'obscurité, vous allez avoir l'émission de la lumière, ce qu'on appelle la thermoluminescence, qui est donc un processus physique extrêmement intéressant. Et alors ces fluorites fortement colorées qu'on appelle les anthozonites ont une propriété qui est décrite depuis longtemps, d'avoir une odeur très curieuse lorsque vous la broyez, même avec un marteau sur le terrain. Et c'est lié au fait qu'on va avoir un dégagement de difluor. Et ça a été mis en évidence il y a très peu de temps par RMN du fluor 19, où justement ils ont montré la formation de ce difluor à l'intérieur des cristaux de fluorite naturels. Donc on est en train de détruire le réseau cristallin. C'est-à-dire que c'est plus du tout un électron qui quitte un sodium. C'est en fait le réseau qui localement est détruit. Le calcium va former des clusters métalliques et le difluor va à ce moment-là se former également et partir dans d'autres régions. Donc ces fluorites pourpres, on retrouve à nouveau, encore une fois, un spectre d'absorption qui est assez monotone, attention, sauf que, enfin, à nouveau regarder la position, parce que finalement cette bande lorentzienne unique, elle se déplace, finalement, c'est un peu la morale de cette étude, c'est qu'on la voit se déplacer en fonction de la nature du minéral, et on va en fait se retrouver avec un cas un peu différent de ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est qu'on a une bande qui est très bien centrée, elle est centrée sur le jaune, qui est la zone de sensibilité maximum de l'œil, et cette fluorite va en fait dégager dans ses propriétés optiques deux fenêtres de transmission. Une à courte longueur d'onde, on est dans le violet, une à grande longueur d'onde, on est dans le rouge. La conséquence, c'est que la couleur est pourpre, hein, ça explique bien cette coloration très très particulière. On est toujours avec une forme lorentzienne de cette bande d'absorption, et donc ça traduit le fait qu'on a des processus optiques associés à la présence de nanoparticules métalliques. Donc c'est exactement le même cas que pour les vidéomites et la halite. Alors c'est l'occasion de réfléchir un petit peu à ce que l'on observe. On est sur un processus optique qui est très très différent, par exemple des effets de champ cristallin que l'on peut observer autour des éléments de transition qui colorent donc de très nombreux minéraux. On est sur des processus qui sont différents. Alors différents, et d'abord et avant tout, ce qu'il faut voir, c'est le fait que ce sont des processus extrêmement efficaces. C'est-à-dire que l'on va avoir des règles de sélection qui vont être peu discriminantes. Et lorsqu'on observe cette couleur, en fait, il ne faut pas oublier qu'on a très peu d'atomes qui sont impliqués. Toutes les études qui sont chimiquement sélectives, les spectroscopies chimiquement sélectives qui ont essayé de comprendre la nature de ces clusters métalliques que l'on va voir se former pour donner ces couleurs, eh bien, ça n'a rien donné, tout simplement parce qu'on est au niveau du ppm. Si on veut
discuter en termes chimiques, on est au niveau du ppm dans la concentration en alcalin ou alcaline terreux qui est impliquée dans ces processus de coloration. Et donc ça, on peut voir le ppm tout simplement parce qu'il s'agit de processus optiques où il n'y a pas d'interdiction de transition optique. Donc on retrouve ces colorations, comme je vous l'ai dit au début, on va retrouver ces colorations à chaque fois que l'on va irradier de façon importante des cristaux de type halogénure, donc fluorite ou halite et viliomite. Et donc on va ainsi... Donc on va ainsi former donc, des clusters, donc des nanoparticules donc, métalliques. Et ces nanoparticules, en fait, elles ont comme particularité de ne pas avoir les propriétés du matériau massif, du minéral massif, c'est-à-dire que le sodium, vous avez vu que j'ai mis un symbole 0 pour calcium ou sodium, parce que c'est plus un calcium divalent, ce n'est plus un sodium monovalent, c'est un calcium sans charge, mais ce n'est pas non plus le calcium métallique, tout simplement parce que vous ne pouvez pas faire de structure de bande lorsque vous avez quelques dizaines d'atomes seulement. On est sur des clusters qui sont de très petite taille. Oui. Donc c'est ça qui explique la forme lorentzienne. Et donc, la différence de couleur est tout simplement liée au fait qu'on va avoir notre bande d'absorption liée donc, à ces colloïdes métalliques, à ces clusters métalliques, qui vont être soit du côté des grandes longueurs d'onde, soit du côté des faibles longueurs d'onde par rapport à cette grande bande d'absorption. Et ce qui nous a fortement intéressés, c'est pourquoi est-ce que cette bande d'absorption ne se trouve pas à la même position dans ces différents halogénures? Eh bien, on revient à la théorie de Mie, donc la théorie de la diffusion de la lumière. Et ce que vous montre cette théorie, c'est que la diffusion de la lumière va dépendre de l'indice de réfraction du minéral. Et effectivement, c'est ce que l'on observe. La position de cette bande d'absorption unique que l'on a vue, en fait, il y a quand même 150 nanomètres de différence, eh bien, elle varie comme les indices de réfraction, qui sont évidemment plus élevés pour NaCl, puisque vous avez du chlore et que donc il y a un cortège électronique important, par rapport donc aux fluorures de calcium ou de sodium qui ont un indice de réfraction plus petit. Et donc, c'était intéressant de voir justement cette relation entre la propriété du minéral haute et la diffusion de la lumière par les nanoparticules métalliques qui ont été générées. Je rappelle à nouveau le fait qu'on va avoir que l'on va avoir une décoloration totale de ces cristaux lorsque vous allez les chauffer. Et la dernière question concerne la source, l'origine de ces irradiations. Elles sont évidemment différentes dans les trois exemples. Donc pour la viliomite, ce qu'on a pu montrer, c'est la présence de microparticules fortement enrichies en thorium. C'est lié aussi à la géochimie donc, de ces roches, de sénite phénylique. Pour la halite, c'est le potassium 40, qui va effectivement contribuer à une irradiation externe. Et pour les fluorides, ce sont les fils à courte durée de vie de l'uranium-238. Voilà, donc ce sont des sources externes qui vont entretenir cette coloration. Voilà, c'était... Donc, on va essayer de lancer. D'accord. Merveilleux, c'est déjà là. Et contrôler, il m'a dit. Oh là là. Oh, parfait.
sans les mains. Bonjour. Alors, donc, la pyrite, bon, tout le monde connaît la pyrite, hein, c'est le sulfure le plus commun, et pourtant il existe une variété de pyrite qui n'est pas cubique comme d'habitude, donc que je vais vous décrire aujourd'hui. Alors ici, j'indique un peu, j'avais oublié d'indiquer l'adresse mail sur le résumé de Pierre-Emmanuel Petit, qui est celui qui a fait le gros de l'étude au rayon X qu'on va voir ensuite. Donc la pyrite, le plus commun des sulfures, il est connu depuis la préhistoire, bien sûr pas en tant que pyrite, mais qui sert à l'amorce du feu. Ça peut être aussi la marcassite à l'époque, bien sûr, on ne faisait pas la différence. C'est un minéral de structure, de symétrie cubique, mais hémiédrique, c'est-à-dire que on voit d'après, par exemple, quand on prend cet exemple de pyrite triglyphe, il existe des stries suivant les faces du cube, mais qui montrent que ce cristal a perdu un axe de symétrie d'ordre 4. La structure, eh ben, ça se rapproche de ce qu'on vient de voir, à savoir c'est une structure dérivée de NaCl. Dans la maille élémentaire, il existe 4 atomes de fer et 8 atomes de soufre qui forment des paires soufre-soufre. Et c'est ces paires soufre-soufre qui font baisser la symétrie de holoédrique à hémiédrique. Donc chacun connaît les formes les plus courantes de la pyrite, le cube, l'octaèdre qui sont des formes holoèdres et le pyritoèdre qui a l'avantage, lui, de révéler la baisse de symétrie de la pyrite. Alors, comme la pyrite est très commune, Lacroix en a fait une description très détaillée et on peut s'amuser à travers, en sélectionnant une grande partie de ces dessins, comment on peut, dans la pyrite, passer du cube au pyritoèdre ou du cube à l'octaèdre et ensuite au pyritoèdre. Sauf que depuis maintenant plus de 160 ans, on a décrit des cristaux de pyrite assez bizarres de forme rhomboédrique ou dérivée. Donc là, on en trouve des exemples qui ont été compilés dans l'atlas de Goldschmidt, bien connu, qui est vraiment une compilation de toutes les formes cristallines de tous les minéraux connus au début du XXe siècle, ce qui pose quand même un gros problème. Et puis on voit dans le dessin, bon, qui est un peu faux, mais fait par ce minéralogiste russe, que le rhomboèdre peut se dériver du pyritoèdre en supprimant dans les 12 faces les 2 fois 3 faces qui jouxtent un des 4 axes ternaires du cube. Lacroix aussi, à l'occasion de cet exposé, c'est là que je me suis rendu compte que Lacroix avait décrit des cristaux rhomboédriques. Alors la copie n'est pas très bonne. J'espère qu'on retrouvera ces cristaux dans la collection du muséum, parce que vraiment, là, à voir ça, c'est une forte probabilité qu'il s'agit bien de cristaux rhomboédriques. Alors donc, on va attaquer l'examen de la pyrite du gisement métallifère à plomb zinc de Madan à Bulgarie, qui se trouve, comme toujours, qui se trouve dans la partie sud de la Bulgarie, dans le massif du Rhodope, qui jouxte la Grèce et la Turquie. Donc ce district est axé sur un réseau de filons de veines minéralisées de direction approximative nord-ouest-sud-est. Et donc ici sont marqués les principaux gisements qui ont fourni de ces cristaux. Bien sûr, ce gisement a une minéralogie complexe, plusieurs stades de dépôt, en particulier de la pyrite normale, tandis que la pyrite rhomboédrique correspond au stade le plus tardif. Voici donc un exemple de cristaux de rhomboédrique de Madan. Alors ces cristaux, ils peuvent atteindre une taille de 6 cm, donc ce n'est pas des cristaux microscopiques. Voici 2 exemples. Alors tout l'aspect morphologique a été publié récemment dans l'European Journal of Mineralogy. Donc on voit 2 exemples de cristaux rhomboédriques et surtout, très important, en échantillonnant via Internet un maximum d'échantillons, j'ai pu observer des cristaux maclés
En particulier, cette marque est formée de deux rhomboèdres et qui sont accolés par un plan. Ce plan, c'est le plan 1,0,0 qui est un plan de symétrie de la pyrite cubique. Donc, ça veut dire que ces cristaux ont perdu cette symétrie cubique puisque ce plan maintenant sert de plan de Macle. Donc, il s'agit ici d'une Macle par réflexion. On connaît aussi de manière plus rare des Macles par rotation. Donc, quand on voit ça, on peut en déduire le système, le groupe ponctuel de symétrie probable de cette pyrite rhomboédrique. Alors, ici, on a la pyrite cubique. Si on prend un rhomboèdre régulier, on a cette symétrie, mais on voit que ce groupe ponctuel ne se déduit pas il n'y a pas de liaison directe entre la pyrite et la symétrie du rhomboèdre régulier. En fait, comme le montrent les cristaux, il faut perdre ce miroir qui est un miroir qui passe par l'axe ternaire pour tomber sur le groupe ponctuel 3-, c'est-à-dire un axe ternaire et un centre de symétrie. Donc, l'étude morphologique a montré que ces cristaux, quand ils se sont formés, avaient une symétrie basse, plus basse que celle de la pyrite cubique, donc une symétrie trigonale. Encore fallait-il vérifier que ces cristaux, tels qu'on les observe aujourd'hui, sont toujours de symétrie trigonale et correspondent bien de la pyrite normale sur le plan chimique. Donc, dans un premier temps, cette pyrite a été analysée sur le plan chimique à la microson électronique et on peut voir que sa composition est tout à fait banale, avec des traces de cobalt. La formule en proportion atomique est quasiment équivalente à une composition stoichiométrique. Donc pas de différence significative par rapport à la pyrite cubique classique. Donc il a fallu engager des études par diffraction des rayons X qui a été fait sur poudre. Alors ce qu'on sait, c'est que si on a une baisse de symétrie de cubique à trigonale, on va pouvoir avoir l'apparition de raies de diffraction supplémentaires, ce qu'on peut appeler des raies interdites pour la pyrite cubique, la pyrite C. Les principales raies, c'est les 4 raies suivants, 1,0,0, 1,1,0, 1,0,3, puis 3,0,7 qu'on n'a jamais observé en fait. Donc il a fallu faire des essais par diffraction. Premier essai, ça a été une des rares retombées positives du Covid. Comme le laboratoire ne fonctionnait pas sauf la maintenance des appareils, Pierre-Emmanuel Petit a pu faire sur un appareil de laboratoire une première pause de 10 jours qui a permis de voir apparaître les 2 premières raies et au bout d'un mois, la 3e raie, toutes des raies très faibles. Donc ce qui n'était quand même pas très pratique pour poursuivre l'étude. Et il a été possible ensuite de procéder par diffraction au rayonnement synchrotron Soleil. Et là, le temps de pause pour avoir les mêmes informations qu'au laboratoire en un mois, un temps de pause de 10 à 20 minutes suffit. Qu'est-ce qu'on obtient ? Eh bien, on obtient des choses qui ne sont pas du tout spectaculaires. Donc voici le spectre général de diffraction. Et puis ici, quand on zoome sur cette partie gauche du spectre, on voit apparaître effectivement les 2 raies 1,0,0 et 1,0,1. Alors bien sûr, il est très facile d'avoir avec ce rendement des raies annexes dues à des impuretés. En noir, c'est la courbe théorique, et en rouge, là, c'est pratiquement confondu, les comptages qui ont été effectués par l'appareil. Quand on regarde dans cette zone-là, on voit apparaître aussi la raie 1,0,3. Alors, ce sont des tâches de diffraction dont l'intensité est de l'ordre du millième de la raie la plus intense du spectre. Et c'est pour ça qu'une étude antérieure qui avait été faite par des minéralogistes japonais n'avait pas permis de révéler ces raies. Mais est-ce que c'est un artefact ? Donc la même chose a été faite sur une pyrite cubique, donc à morphologie de pyritoède d'Espagne. Et comme on dit, on voit qu'on ne voit rien. C'est-à-dire qu'avec une pyrite cubique, il n'y a pas ces raies, donc les raies qu'on a observées n'étaient pas un artefact de mesure. Alors, plus étonnant, ensuite, l'étude a été faite à température croissante sur cette pyrite trigonale, et on constate que même jusqu'à la température de 555 degrés, qui était la température maximum utilisée,
ces raies sont toujours présentes. Autrement dit, il ne s'agit pas d'une transition de phase comme d'habitude quand on a par exemple entre le quartz alpha et le quartz bêta un abaissement de symétrie avec l'abaissement de température. Bien sûr, quand on est à cette température, la raie 1,03 pour des raisons d'étalement des raies n'a pas été vue. À partir de là, par raffinement Rietveld, il a été possible de résoudre la structure de cette pyrite. Alors le réseau est toujours cubique. Le réseau cristallin, on ne voit pas de différence significative par rapport à un réseau cubique. Par contre, au niveau de la structure, à partir du moment où on est dans symétrie trigonale, des 4 atomes de fer, il y en a un qui est en position singulière, l'autre en position de multiplicité 3. De la même manière, il y a une paire de soufres singulière et trois paires de soufres, donc une paire de soufres de multiplicité 3. C'est ce que j'ai indiqué ici. Quand on regarde la coordination du fer, on voit que le fer en position singulière a bien sûr une distance régulière de 2,28 angstroms qui est supérieure à l'autre fer dont la taille est plus basse. Et quand on regarde la structure de la pyrite cubique, la distance fer-soufre est du même ordre de grandeur que en ce qui concerne la position en multiplicité 3. Si on regarde la coordination du soufre, le soufre est en coordination tétraédrique. On peut voir que le soufre qui forme une paire singulière a une distance soufre-soufre significativement plus faible que la paire soufre-soufre de multiplicité 3, qui est proche de celle qu'on a dans la pyrite cubique. Alors, en conclusion, donc, l'étude morphologique avait permis de prouver que cette pyrite, quand elle s'est formée, avait une symétrie trigonale et non pas cubique. L'étude par diffraction X sur poudre a permis de vérifier que cette pyrite est toujours bien que trigonale, qu'elle n'a pas changé pour reprendre une symétrie cubique. Et ensuite, l'analyse microsonde a montré que sa composition n'avait significativement rien de différent par rapport à une pyrite ordinaire. Enfin, toujours dans la diffraction X, on voit que cette pyrite reste stable à haute température, ce qui exclut une transition pyrite C, pyrite R en fonction de T. Au niveau de la structure cristalline, la maille ne se distingue pas d'une maille cubique, et on distingue bien par contre une différenciation entre 2 types d'atomes de fer et 2 types d'atomes de soufre, conséquence de l'abaissement de symétrie. Donc la question qui arrive, c'est pourquoi cette variété trigonale de pyrite. On a exclu le rôle d'un paramètre, ce qu'on appelle un paramètre intensif. On l'a vu avec la température. La pression, si c'était la pression, on aurait une variation du volume de maille qui n'existe pas. Alors, première hypothèse, est-ce que ça serait dû à une faible dérive chimique, cristallochimique qui aurait stabilisé la pyrite trigonale par rapport à l'autre? On voit que le cobalt, par exemple, eh bien, c'est un atome de cobalt pour quasiment presque 700 atomes de fer. Donc, même si c'était des lacunes ou d'autres types de variations chimiques qu'on n'aurait pas détectées à la microsonde, c'est une hypothèse qui est difficilement crédible. Alors, l'hypothèse 2, c'est que c'est à partir du fait qu'on a la même composition, le même volume de maille, donc on aurait une question qui se réglerait en termes d'ordre-désordre. La pyrite R trigonale, donc rhomboédrique, serait la forme ordonnée, et la pyrite commune, pyrite cubique, pyrite C, serait la forme désordonnée. La formation de l'une ou l'autre forme étant tributaire des conditions de cristallisation, d'écart à l'équilibre, de la cinétique, de différents facteurs comme ça qui favoriseraient la pyrite cubique. Alors les perspectives, c'est de poursuivre les études par des méthodes physiques comme la spectroscopie, examiner d'autres occurrences dans la nature de pyrite trigonale, puisque maintenant on a à peu près peut-être 6 ou 7 gisements dans le monde qui ont fourni ce genre de pyrite, et puis se poser la question, est-ce que cette question de
d'abaissement de la symétrie serait également envisageable pour d'autres membres du groupe de la pyrite, comme les disulfures de cobalt, nickel ou cuivre. On va passer maintenant à la remise de la médaille, c'est ça? Correspondant au prix Lacroix. Oui. Donc je vais laisser Hélène officier. Ah, s'il fonctionne. Échappe. C'est une médaille en or? Non, elle n'est pas en or. Ah ben les JO sont passés, c'est normal. Bientôt tu auras toute seule. Alors, je te la donne pas tout de suite, mais promis, je te la donne après. Parfait. C'est bon? Voilà. Alors, merci Jean-Pierre. Donc, c'est assez exceptionnel quand même de remettre le prix de thèse AUI Lacroix aux Journées Lacroix. Je crois que ce sera la seule et unique fois que ça arrivera, à moins que tu ne continues à nous faire des séries sur Lacroix avec Jean-Pierre dans l'avenir. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous sommes là donc pour célébrer Chloé Truong, lauréate du prix AUI Lacroix de la Société française de minéralogie et de cristallographie pour le millésime 2024. Donc, le jury l'a choisie en examinant sa thèse qui s'intitulait « À la recherche des biosignatures d'archées hyperthermophiles », qui a été réalisée à l'IMPMC sous la direction de François Guyot, qui est dans la salle, je l'ai vu tout à l'heure, Aurore Gorlas et Sylvain Bernard. Ce travail visait à déterminer donc si les cheminées des fumeurs noirs au niveau des dorsales océaniques qui expulsent de l'eau chaude, qui est donc riche en métaux, peuvent héberger une vie hyperthermophile, c'est-à-dire des organismes qui se développent à plus de 100 degrés. Chloé a adopté une approche pluridisciplinaire, donc elle a combiné des expérimentations au laboratoire, de la microbiologie, elle a également caractérisé des échantillons naturels, et sa thèse a apporté des résultats majeurs sur la formation et l'évolution de phases minérales comme la pyrite, dont on vient de parler, en démontrant que sa présence peut résulter de l'activité de micro-organismes. Et donc, l'identification de telles biosignatures minérales va permettre à l'avenir des recherches systématiques des traces de vie dans les fumeurs noirs, modernes comme fossiles. Donc, bravo Chloé, nous te félicitons. Et voilà, je te remets donc le prix de la SFMC. Voilà. Et donc, nous allons écouter ton exposé. Tu veux que j'introduise ? Voilà, donc Chloé va nous parler d'autre chose, si je comprends bien, aujourd'hui. C'est très très bien. Donc, tu es à Lausanne, c'est ça ? Non, là je suis à Marseille. Maintenant, pardon, je suis désolée, je me suis trompée. Et donc, nous allons avoir l'exposé sur le rôle de la fougérite dans les membranes minérales, qui est le chaînon manquant d'une chimio-osmose primitive. Je te laisse la parole et je te félicite. Merci beaucoup. Merci. C'est un honneur d'être là ici pour vous présenter donc non pas mes travaux de thèse que vous pouvez retrouver sur le site de la SFMC puisque j'ai fait une présentation lors d'une assemblée générale qui a été enregistrée. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler plutôt de mon postdoc que j'ai fraîchement commencé là en janvier. Dans l'Institut de microbiologie de la Méditerranée. Et si on s'intéresse dans un labo de microbiologie à un minéral, donc en l'occurrence la fougérite, qui est un hydroxyde de fer avec 2 fer 2 pour 1 fer 3, avec une structure très particulière, puisque c'est une structure en feuillet, un peu comme les argiles. Et entre ces feuillets, on va trouver donc des anions, notamment chlorure ou carbonate ou sulfate. Et cette fougérite, elle est un petit peu couteau suisse et on se demande si elle ne pourrait pas jouer le rôle que jouent certaines enzymes dans les cellules. Donc, si elle ne pourrait pas jouer un rôle aussi dans les débuts du vivant.
Si on s'intéresse à l'origine de la vie, on a vraiment deux grandes visions, historiquement, deux paradigmes, avec d'un côté la chimie prébiotique, qui s'intéresse plutôt à la recherche des briques élémentaires du vivant, des molécules organiques simples, qui se seraient ensuite assemblées, complexifiées en organismes vivants. Avec ça, en fer de lance, on a Stanley Miller, évidemment, les expériences d'Urey-Miller, qui ont démontré la formation d'acides aminés en conditions prébiotiques, et évidemment la découverte de l'ADN par Rosalind Franklin. Et à côté, on a une vision plutôt mécanistique de l'origine de la vie, une vision plus thermodynamique qui a été popularisée par Schrödinger et qui stipule que la vie ne peut pas se limiter simplement à un assemblage de molécules organiques, mais la vie est soumise aussi aux lois de la thermodynamique. C'est un système clos ou plutôt semi-clos qui va augmenter son entropie inhérente au cours du temps. Donc il va falloir diminuer cette entropie pour se maintenir en dehors de l'équilibre thermodynamique. Et justement, cette vision mécanistique considère la vie plutôt comme une structure dissipative. Si on regarde une cellule dissipe son énergie pour se maintenir hors de l'équilibre thermodynamique, et elle dissipe son énergie grâce à un mécanisme qui s'appelle la chimio-osmose, qui a lieu au niveau de la membrane cellulaire. Pour dissiper son énergie, en fait, elle réalise des réactions d'oxydoréduction au niveau de sa membrane, des réactions d'oxydoréduction qui sont couplées, on voit pas très bien, mais des gradients de protons. Le paradoxe dans la chimio-osmose, donc c'est un mécanisme qui est vraiment partagé par l'ensemble du vivant actuel. C'est vraiment universel. Toutes les cellules réalisent la chimio-osmose pour dissiper leur énergie. Donc on peut logiquement envisager que c'est un mécanisme qui était aussi présent dans la vie à ses débuts, dans le vivant primitif. Le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, les cellules utilisent des macromolécules organiques qui sont très complexes, qui sont issues d'une longue histoire évolutive. Donc si on revient au début du vivant, il faut forcément envisager des systèmes plutôt inorganiques qui réaliseraient une forme de chimio-osmose. Et je pense justement que dans ce paradoxe de la chimio-osmose avec des macromolécules très complexes, on pourrait réunifier ces deux grands paradigmes de l'origine de la vie. Parce que, imaginons donc justement des systèmes inorganiques qui réalisent des transferts d'électrons et de protons. Donc c'est les bases de la chimio-osmose. Et imaginons aussi si ces systèmes étaient capables de mener à la formation de molécules organiques. En fait, il n'y a pas besoin de beaucoup imaginer, puisqu'on a, là, sur Terre actuellement, des systèmes géologiques plausibles qui partagent des caractéristiques avec la chimio-osmose. Donc attention, je ne dis pas que ce sont des analogues d'une membrane cellulaire qui fait de la chimio-osmose, mais en tout cas, on a des caractéristiques similaires. Ces caractéristiques, donc, on les retrouve dans les cheminées alcalines, où on a un fluide alcalin qui est extrêmement réduit, on a un potentiel qui est très très bas, un pH très élevé, et de l'autre côté, on a une eau de mer qui est plutôt acide et un peu plus oxydante. Et à l'interface de ces deux liquides, on va avoir une membrane minérale qui va précipiter, donc en fait le mur de la cheminée qui va séparer un fluide de l'autre. Donc quand je parlerai de membrane minérale, je ferai référence en fait juste au mur d'une cheminée. Et à travers cette membrane minérale, on a ce qu'on retrouve à travers une membrane cellulaire, on a des gradients redox et des gradients de pH, donc de protons, qui sont extrêmement marqués. Donc finalement, on a tous les éléments nécessaires pour des transferts d'électrons et de protons à travers cette membrane inorganique. Et l'autre chose super intéressante dans les cheminées alcalines, c'est qu'on a une grande diversité de minéraux, et notamment des oxydroxydes de fer, tels que la fougérite dont je vous ai parlé avant. On a de la brucite aussi, de la maquinite, qui sont tous des hydroxydes de fer, pareil, en feuillet. Et la fougérite, qu'on appelle aussi green rust,
pour sa version, on va dire, synthétisée en laboratoire. Mais green rust et fougérite, je vais considérer que c'est des synonymes. Cette green rust, structurellement, elle est très très proche de... Ici, vous avez une enzyme, une protéine avec des centres métalliques qu'on trouve qui est impliquée dans certains métabolismes microbiens. Et structurellement, notre green rust est vraiment ressemblante à cette enzyme. Maintenant, la question c'est comment sont réalisés les transferts d'électrons et de protons à travers notre membrane minérale, et est-ce que la green rust, la fougérite, quel est son rôle dans ce transfert? Et aussi, évidemment, on a tous les éléments qui sont nécessaires à une chimie organique très riche, puisqu'on a du méthane, on a du dihydrogène, on a du CO2, bon, vraiment toute la base pour la chimie prébiotique. Donc pour étudier vraiment les transferts d'électrons et de protons, moi c'est ce à quoi je me suis intéressée là pour l'instant pendant ces 6 mois de postdoc. On va réaliser un analogue de membrane minérale, donc un analogue de cheminée hydrothermale. En fait, on va faire précipiter des minéraux à l'interface d'un fluide, d'un liquide, d'une solution alcaline et d'une solution qui est très riche en fer. Donc, on choisit de réaliser un analogue simplifié avec uniquement du fer pour aussi limiter la minéralogie et se concentrer sur la formation d'hydroxyde de fer. Donc ça, c'est vraiment un dispositif qu'on a designé, qu'on a créé au laboratoire, avec simplement 2 cellules de verre. Au milieu, on pose une membrane de dialyse qui va nous servir de support pour la formation et la précipitation des minéraux. Et on a juste à fermer, ajouter nos solutions, et on laisse précipiter pendant différentes durées, donc de 30 minutes à 10 jours, le tout en anoxie, donc en boîte à gants, sous enceinte anaérobie. Et à la sortie, on a cette membrane minérale qui s'est formée et qu'on va pouvoir analyser. Donc on peut analyser soit la partie liquide, mais aujourd'hui je vais surtout vous présenter la caractérisation minéralogique de cette membrane, voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc pour commencer, on a vraiment juste étudié la membrane, sa composition minéralogique globale, donc avec la diffraction des rayons X. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'après seulement 1 heure de précipitation, on a déjà des minéraux qui se forment, on a des pics un peu timides de magnétite. À partir de 5 heures, ces pics montrent qu'on a une plus grande cristallisation de la magnétite, mais pour l'instant, la diversité n'a pas beaucoup plus de diversité. À partir de 24 heures, on commence à avoir la formation de green rust, donc notre fougérite, qui contient du chlorure entre ses feuillets. Donc ici, vous avez les formules. Donc on commence avec une magnétite 2 fer 3 pour 1 fer 2, puis ensuite la green rust 2 fer 2, 1 fer 3. Et si on continue, on voit que la diversité augmente. On a ici en orange la formation d'amakinite, donc qui est vraiment semblable à la green rust, mais qui contient uniquement du fer 2. Et éventuellement, on aurait la formation de fer métal. Mais bon, identifier une phase minérale avec une seule raie, c'est un peu hasardeux. Mais on va le laisser là pour l'instant. Et l'autre chose aussi qu'on remarque, c'est qu'on a un shift dans le pic on a un décalage dans le pic de la green rust, qui démontre qu'on passe d'une green rust chlorurée à une green rust carbonatée. Donc cette fois, on a du carbonate plutôt entre les feuillets. Et ensuite, de 72 heures à 10 jours, finalement, cette minéralogie, elle n'évolue plus. Donc on peut considérer qu'à partir de 48 heures, notre membrane minérale, elle est mature. Et au global, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on remarque qu'on a quand même des phases minérales de plus en plus réduites. On part d'une magnétite qui est un peu plus oxydée, à une green rust qui est un peu plus réduite, jusqu'à la makinite et potentiellement le fer 0 qui cette fois sont très réduits, donc on va vers des potentiels de plus en plus bas. Et si on regarde un peu la tête de notre membrane minérale, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a inclus notre membrane en résine, donc directement en boîte à gants pour conserver vraiment l'anoxie et éviter de modifier nos phases. Donc on inclut, on coupe, et ensuite on vient polir soit le dessus pour avoir vraiment une vue à plat de la membrane, soit la tranche
pour voir justement les différentes étapes de croissance de la membrane au cours du temps. Donc ici, vous avez les temps plutôt courts, avec normalement uniquement de la magnétite, d'après ce qu'on a vu en diffraction de rayons X. Donc ce qu'on a, c'est uniquement la zone qui se forme vraiment au contact de la membrane de dialyse, les premières phases minérales à précipiter, enfin, les premières couches à précipiter. Ce qu'on voit juste ici, et on ne voit pas très bien, mais là en fait on a la membrane de dialyse, et on voit qu'on a cette couche là juste ici. Et c'est assez intéressant de regarder qu'en fait notre magnétite, elle se dépose comme ça sous forme de lamine. Donc c'est assez joli. On a une augmentation un petit peu de la cristallinité à 5 heures dans cette zone-là, mais on a toujours de la magnétite. À partir de 24 heures, on a une nouvelle zone qui apparaît, la zone ici en jaune, avec des alternances, on le voit très bien, de magnétite, qui sont beaucoup plus blanches ici, et de donc notre green rust, qui a vraiment une forme de petites plaquettes, comme ça. Donc encore une fois, ça colle assez bien avec nos observations en DRX. On a ces alternances comme ça de phases minérales. Et à partir de 48 heures, ici, on retrouve toujours notre zone jaune, ici, avec les alternances de 2 phases. Et on a une nouvelle zone qui apparaît, qui est beaucoup plus dense et qui correspond à la formation de notre amakinite, FeOH 2 fois. Et si on regarde par exemple à 72 heures, on voit ici, donc dans la zone qui est très dense en amakinite, on voit qu'on a des petits points très très blancs qu'on retrouve aussi à 10 jours. Et il s'avère qu'on a du fer métal, en tout cas une phase qui est extrêmement riche en fer et très pauvre en oxygène. Si on récapitule un petit peu la formation de la membrane, on a dès le départ une formation initiale de magnétite, donc vraiment nanocristalline. Maintenant, il faut savoir si cette magnétite elle se forme à partir de ferrihydrite, qui va ensuite absorber du fer 2, ou si on a une précipitation directe de magnétite. Ça, pour l'instant, on ne sait pas, parce que l'absorption du fer 2 par la ferrihydrite peut se faire tellement rapidement qu'en fait, on ne le voit pas après 1 heure ou même 30 minutes de précipitation. À partir de 5 heures, on a vraiment l'augmentation de la taille de grain des magnétites, on a une augmentation de la porosité, et en fait, c'est souvent à ce niveau-là que notre membrane, elle va avoir tendance à se détacher. Si on regarde ici, vous voyez, c'est toujours des zones qui sont vraiment cassées, parce que très poreuses. Et ensuite ici, donc on a notre alternance de magnétite et de green rust, et ça peut être dû soit à une influence du pH, puisqu'on est vraiment au gradient de pH, ici un pH très alcalin et ici très acide, avec notre solution de fer. Ou alors ça peut être dû aussi, je pense plutôt, à la concentration locale en fer 2 ou en fer 3. En fait, on va mobiliser le fer 3 par la précipitation de magnétite, et donc forcément, on va enrichir très localement, au niveau du front de cristallisation, on va enrichir la solution en fer 2. Et donc, on va précipiter de la green rust qui va mobiliser ce fer 2, et de nouveau avoir une augmentation très locale en fer 3, reprécipiter de la magnétite, à nouveau de la green rust, etc. Le mystère ensuite, c'est qu'on va précipiter uniquement a priori de la makinite, qui est une phase particulièrement réduite, avec un potentiel très très bas, et également du fer 0. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez étonnant, de partir de phases qui sont aussi oxydées jusqu'à du fer 0, qui est vraiment l'état le plus réduit. Et pour expliquer un petit peu cette formation de fer 0, on a fait d'autres observations autour des clous de fer. Donc ici, c'est la vue en tranche, donc on voit vraiment le clou dans toute sa longueur. On remarque déjà qu'on est quand même un petit peu plus dense, a priori en magnétite autour, et vraiment tous ces petits points blancs. Et ici, vous avez la vue à plat. Je trouve ça super joli. Et on a fait une cartographie chimique autour de ce fer 0. Et en fait, on voit, donc ici en bleu, vous avez l'oxygène, ici en rouge, vous avez le fer. Et on voit qu'on a vraiment un liseré comme ça, autour de notre clou de fer 0, d'oxyde de fer, donc peut-être de magnétite, ou en tout cas d'un
d'un oxyde de fer ou hydroxyde de fer très riche en oxygène. Et ça, cette observation, ça nous permet de proposer un mécanisme de dismutation du fer 2 en fer 3 et fer 0. Donc fer 2 qui provient soit de la maquinite, soit de la green rust. À ce stade, c'est difficile d'en juger, sachant qu'en plus, la maquinite et la green rust sont quand même assez proches. Ça va juste être la quantité de fer 3 qui bouge un peu, mais structurellement, c'est assez proche. Et la maquinite est souvent considérée comme un précurseur de la green rust. Bon. En tout cas, là, ce qu'on peut dire, c'est on prend 2 fer 2 dans notre minéral qui vont s'oxyder. Chacun va libérer un électron. Et en libérant ces électrons, ils vont aussi automatiquement se déprotoner. Donc, c'est les petites boules noires que vous avez ici. Là, vous avez les fers en bleu clair, en rouge les oxygènes et en noir les protons. Donc, on oxyde, on libère des électrons et on libère des protons. Résultat, on se retrouve avec des fer 3 ici. Les électrons, ils ne vont pas se balader dans la nature, ils vont forcément être mobilisés par quelque chose. Ils sont mobilisés par un autre fer 2 et donc réduits en fer 0. Et nos 2 protons vont former des molécules d'H2. Ça, en fait, c'est une réaction qui est assez connue, notamment dans un cadre de cheminée alcaline où on a aussi de la serpentinisation, etc. Ça s'appelle la réaction de Chicore, où on va dismuter la maquinite en magnétite et en dihydrogène. La subtilité, c'est qu'ici, on va former du fer 0. Et pour l'instant, ça reste encore à creuser pour savoir pourquoi est-ce que ces électrons sont particulièrement mobilisés par une espèce qui a un potentiel déjà assez bas. Bon, là, on rentre dans des débats que je ne maîtrise pas trop encore. Et si on revient dans une vision un peu plus globale sur l'origine de la vie, donc on reprend notre cheminée, et il a été proposé dans ces cheminées qu'on avait des pores, en fait, des canaux, des trous, c'est des systèmes qui sont quand même assez poreux. On n'a pas une matrice minérale qui est parfaitement dense et homogène. Donc ça, je vous invite à voir les travaux de ces messieurs, si vous voulez vous renseigner dessus. Donc au début, on a notre green rust ou notre magnétite, ou notre amaquinite, qui va s'oxyder en magnétite, libérer de l'H2, qui va s'accumuler dans ces micropores. Ensuite, cet H2 va réagir, par exemple, avec du CO2, qui est une espèce très commune dans les cheminées hydrothermales, et ça va former des chaînes longues carbonées, et qui plus est, qui peuvent être catalysées par la présence de notre minéral. Ça a été montré dans Faretal, Orion Phare, qui va soutenir la semaine prochaine. Donc une autre green rust qui peut vraiment aider à la formation de chaînes carbonées longues. Et imaginons que ces chaînes carbonées longues adoptent ensuite la forme de nos micropores. Bon, on se retrouve avec une vésicule. Voilà. Et il y a ensuite donc d'autres pistes. Ça, c'est la thèse de Neil Gaudu aussi au laboratoire, qui essaie d'insérer par exemple des green rust à l'intérieur de petites vésicules comme ça, et voir si notre green rust ensuite peut, par exemple, condenser des phosphates. Parce qu'imaginons que dans les interlayers entre les feuillets de notre green rust, on n'ait pas des sulfates ou des carbonates, mais des phosphates. Qu'est-ce qui va se passer ? En fait, il y a encore énormément de choses à explorer autour de cette green rust, dans le rôle qu'elle pourrait jouer. Voilà, c'est tout, merci.
Alors qu'est-ce que je fais? Moi j'éteins, j'ai pas de consigne. Merci beaucoup. C'était super intéressant. J'ai une petite question. Ouais. Tu prépares des échantillons et tu les mets dans la résine. T'as pas peur que la résine réagisse avec? Non. Est-ce que c'est ça qui cause la fracturation? Alors, déjà fracturés? En fait, justement, ça c'est une question qu'on se pose parce que la membrane, avant de l'introduire dans la résine, on l'a fait sécher. Et ça fait un peu penser, vous voyez, la boue quand ça sèche. Tu vois qu'à la boue quand ça sèche, ça fait un peu ce genre de fracture, mais pour l'instant on ne sait pas. Il faudrait vraiment quelqu'un qui décrit quel genre de fracture, parce que c'est pas évident. Et on merci. T'as ça pour la protéger. Elle est super. Ouais, merci beaucoup.